Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette webconférence organisée par Via Compétences. Donc il est 10 heures, donc il est temps de démarrer. Je me présente, je m'appelle Boris François, je suis responsable du service aide à la décision au sein de Via Compétences et je vais avoir le plaisir d'animer cette matinée. Donc je voulais tout d'abord vous remercier pour vous être inscrits à cette webconférence. Nous espérons pouvoir répondre à vos attentes. Nous avons choisi aujourd'hui de parler des métiers qui recrutent, un sujet d'actualité très important puisque depuis la crise, on se pose beaucoup de questions sur ce qui se passe actuellement sur le fonctionnement de l'économie et du marché du travail. Et donc, il nous a semblé important en fait de pouvoir organiser ce temps de conférence à destination des professionnels de l'orientation, de l'emploi, de la formation et de l'insertion en Auvergne-Rhône-Alpes pour vous donner en fait des éléments de réponse à cette fameuse question: quels sont les métiers qui recrutent? Donc, au programme aujourd'hui, sur cette conférence, je vais attendre que le diaporama puisse s'afficher. En vous disant simplement, en attendant que le diaporama s'affiche, que vous avez le chat de conversation. Donc n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. N'hésitez pas à nous faire remonter si jamais vous avez des problèmes techniques, en sachant que souvent, si vous avez des problèmes en fait de son ou de vidéo, il ne faut pas hésiter à recharger votre page web pour que ça puisse bien fonctionner. Et vous dire également que cette webconférence est actuellement en direct, en fait depuis Lyon. Nous sommes dans un studio à Lyon et elle sera disponible en replay en fait très prochainement. Donc, en termes de programme, donc je me suis présenté, on va avoir une webconférence en fait qui va être divisée en deux temps forts. Nous aurons une conférence en fait de l'INSEE sur le thème l'économie et le marché du travail face à la crise sanitaire. C'est notre premier temps fort et notre deuxième temps fort sera une table ronde en présence de Pôle emploi, de l'APEC, d'ADECO LHH et de Perform, un cabinet de recrutement, qui seront là pour répondre à cette question: quels sont les métiers qui recrutent actuellement en Auvergne-Rhône-Alpes? Mais pour débuter, je vous propose en fait de suivre une vidéo enregistrée par monsieur Frédéric Toubeau, le nouveau directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, qui ne pouvait malheureusement pas être présent aujourd'hui sur place avec nous, mais qui a tenu à enregistrer une vidéo pour introduire la conférence et je l'en remercie chaleureusement. Donc je vous propose de diffuser la vidéo qui dure 4 minutes et ensuite on se retrouve sur le plateau en compagnie de monsieur Leurs pour la présentation de l'INSEE. A tout de suite. Bonjour à toutes et tous. Je ne pouvais malheureusement pas être physiquement présent à vos côtés, néanmoins, mes équipes le seront. Mais il est important pour moi de pouvoir vous adresser ces quelques mots. J'ai donc opté pour cette formule vidéo qui me permet d'introduire le sujet qui vous réunit aujourd'hui, les métiers qui recrutent actuellement en Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai pris mes fonctions de directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes le 1er février et je suis très fier de rejoindre cette belle et grande région. Mon arrivée sera aussi, je l'espère, l'occasion de pouvoir contribuer à renforcer les coopérations qui unissent déjà Pôle emploi et Via Compétences. Dans chacune des régions où j'ai exercé un mandat, le Carrefour F a toujours été un partenaire de premier plan. Je sais que cette conférence est organisée chaque année par Via Compétences. Compte tenu de la crise que nous traversons, le thème retenu pour cette édition 2021 est plus que jamais d'actualité. Et je remercie Via Compétences de l'avoir maintenu. Je la sais très utile pour nous tous qui œuvrons sur les sujets de l'orientation et de l'emploi. Cette initiative montre tout l'intérêt du plan de professionnalisation de Via Compétences pour informer, pour améliorer les pratiques quotidiennes des professionnels que vous êtes. Ce plan de professionnalisation propose de nouvelles formations et il contribue activement à vous accompagner sur des thèmes variés. La question des soft skills, les sujets d'individualisation et de période en entreprise, la numérisation et enfin des formations centrées sur la question du handicap. Je voudrais ici souligner l'importance de l'action de Via Compétences. Pour ouvrir cette matinée, j'ai choisi de vous donner quelques chiffres clés et marquants sur ce que nous constatons, nous, à Pôle emploi, et qui traduit bien les impacts de la crise et le contexte économique, et plus particulièrement le marché du travail. Nous sommes désormais à 1 an du premier confinement qui est venu brutalement freiner le développement économique de la région. Un chiffre,
250 330, ce sont les offres diffusées au 4e trimestre 2020 en Auvergne-Rhône-Alpes. Je voudrais préciser ce que nous observons sur ces offres d'emploi qui nous sont confiées. C'est d'abord une baisse de 12% par rapport au 4e trimestre 2019. Sur l'ensemble de l'année 2020, c'est près d'1 million d'offres, 998 000 exactement, qui ont été ainsi diffusées par Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Ce volume est en recul de moins 6,9% par rapport à l'année précédente. Pour autant, la majorité des offres concernent des offres durables. 69% des offres diffusées au 4e trimestre 2020 proposent des CDI et des contrats de plus de 6 mois. Nous le savons, nous le voyons, l'année qui vient de s'écouler a considérablement impacté le marché du travail. Activité interrompue, inflexion sur les secteurs en croissance et décroissance, digitalisation accrue, nous l'avons aussi tous vécu dans nos relations avec nos usagers, nous nous sommes adaptés. À Pôle emploi, nous avons intensifié l'effort de formation sur certains secteurs en tension prioritaire parmi les domaines d'excellence de notre région. Les services à la personne et la santé, le BTP, l'industrie du futur, le numérique, le sport, le tourisme, l'agriculture. Nous avons renforcé les possibilités d'accès aux formations afin de répondre à l'urgence des besoins en compétences exprimés par ces filières. Nous avons également intensifié et insisté sur la possibilité de faire des formations sur mesure pour répondre à une demande spécifique, au service d'un territoire ou d'un métier. Une adaptation qui est également visible dans le format même des sessions, davantage dématérialisées, interactives et individualisées. Il y a donc bel et bien des secteurs qui recrutent et il est indispensable que vous disposiez d'une connaissance fine de ces métiers qui recrutent aujourd'hui. Dans cette période troublée, nous devons plus que jamais apporter des repères à nos usagers pour développer leur capacité à s'orienter. Je pense particulièrement aux jeunes pour lesquels nous sommes en ce moment très mobilisés avec le plan gouvernemental « Un jeune, une solution ». Je vous souhaite une rencontre riche et inspirante avec les intervenants sur cette conférence. Voilà, donc merci beaucoup à Monsieur Toubeau et ses équipes à Pôle emploi pour avoir réalisé cette introduction qui était vraiment très importante pour nous et qui permet de planter le décor sur cette thématique des métiers qui recrutent. Donc, au niveau du programme de la conférence, en fait, on a souhaité, avant de parler directement des métiers qui recrutent, pouvoir vous parler d'abord du contexte qui est le nôtre depuis le début de la crise sanitaire au mois de mars 2020. Et pour ce faire, nous avons sollicité l'INSEE qui réalise en fait régulièrement des notes de conjoncture pour nous dresser un panorama en fait au niveau national et au niveau régional de ce qui s'est passé sur l'économie et le marché du travail depuis le début de la crise sanitaire. Et pour nous, c'est clairement une très bonne introduction pour ensuite parler avec les acteurs ici présents lors de la table ronde sur les métiers qui recrutent. Donc pour cette première partie, je vais vous demander de repasser le PowerPoint s'il vous plaît. On va accueillir en fait Monsieur Yann Leurs qui je vais passer la caméra, qui est chef de la division études économiques et emploi à l'INSEE Auvergne-Rhône-Alpes et qui va en fait vous faire une présentation d'une vingtaine de minutes avec les grandes tendances en fait qu'il se passe actuellement sur l'économie et le marché du travail en France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc merci beaucoup Monsieur Leurs d'être parmi nous ce matin. Je vous passe la petite zapette pour que vous puissiez démarrer votre conférence. Merci, bonjour à tous et merci de votre accueil. Alors, mon intervention, elle vise à répondre à une question assez simple. Un an après le choc économique du premier confinement et alors que la crise sanitaire s'inscrit dans la durée, il faut bien le constater, où en est l'économie régionale, l'économie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En guise d'introduction, je vais peut-être rappeler tout d'abord aussi que l'année 2020 a été quand même une année d'adaptation, de remise en question également pour les statisticiens, hein, puisqu'il a fallu faire avec une demande extrêmement forte et se tourner vers de nouvelles données, des données à plus haute fréquence. Alors premièrement, sur la fraîcheur des données, hein, vous verrez, on a en général des données plus fraîches sur la conjoncture nationale que sur la conjoncture régionale. Donc parfois, je vous donnerai simplement des tendances qui seront des tendances nationales lorsque le chiffre régional récent n'est pas encore disponible. Et puis deuxièmement, un autre élément important sur l'année 2020, c'est qu'en tant que statisticien, on a un devoir qui est celui d'accompagner, d'analyser, de commenter ces données avec un travail d'analyse et de synthèse. Et c'est pour cela que l'INSEE donc, publie au niveau national tous les mois
une note de conjoncture et au niveau régional, tous les trimestres, une note de conjoncture régionale et ceci dans chaque région. Donc mon intervention, elle va être ponctuée de ces éléments-là, issus des notes de conjoncture nationale et régionale, et elle va parfois être accompagnée aussi d'un peu de pédagogie face aux chiffres, et même parfois de quelques avertissements face à quelques statistiques qu'il faut se garder d'interpréter au premier coup d'œil. Donc il importe, avant de décliner ce qui se passe au niveau régional, d'être bien au fait de ce qui se passe au niveau national. Je vais donc commencer par quelques éléments de cadrage sur quelques données de contexte national, et inévitablement, je vais vous parler de la croissance du PIB. Donc l'économie française, on le voit sur ce graphique qui représente les variations trimestrielles du PIB sur 2019 et 2020. Elle était déjà un petit peu fragile fin 2019, avant d'entrer dans la crise sanitaire, avec les tensions protectionnistes aux États-Unis, le Brexit, un ralentissement de l'économie chinoise, etc. Et donc on avait même une croissance légèrement négative, moins 0,2% au quatrième trimestre 2019. Ça, c'était avant. Et ensuite, bien sûr, est venu le choc brutal de la crise sanitaire, moins 5,9% de PIB au premier trimestre, moins 13,5% au deuxième. Et là, d'un coup, alors qu'on était habitué à mesurer des évolutions de 0, quelque chose, il a fallu vraiment changer d'échelle. Un rebond au troisième trimestre, plus 18,5%. Parce que ce qui est inédit, c'est l'ampleur du choc économique, mais c'est également l'ampleur des mesures qui ont été mises en œuvre pour essayer d'en limiter les effets. On va y revenir. Au final, le bilan de l'année 2020, c'est 8,2% de récession. C'est la plus forte récession depuis la création des comptes nationaux en 1947. Donc pour donner une comparaison quand même, la crise des subprimes, c'était une récession de 3%, une récession annuelle de 3% en 2009, et le premier choc pétrolier en 1975, c'était 1% de récession annuelle en 1975. Donc là, on est à 8%. Qu'est-ce que ça donne au mois le mois? Alors, on est toujours sur des données nationales. On peut mesurer la perte d'activité qu'a connue l'économie française de façon plus régulière, au mois le mois. C'est le même concept que le PIB, et c'est une estimation mensuelle de ce qui se passe par rapport à la période d'avant-crise, c'est-à-dire que les évolutions qui sont représentées sur ce graphique sont rapportées au quatrième trimestre de l'année 2019. Donc 17% de perte d'activité en mars, 31% en avril, 17% en mai. Ensuite, un rebond quand même assez vif, mais insuffisant pour revenir au niveau d'avant-crise. C'est ce qu'on a appelé la fameuse courbe en racine carrée. Donc d'abord un choc brutal, ensuite un rebond quand même assez rapide, assez vif, mais insuffisant pour rejoindre le niveau d'avant-crise, et puis une stagnation à un niveau durablement en dessous du niveau d'avant-crise. Donc vous verrez, on retrouvera cette courbe en racine carrée sur pas mal d'indicateurs. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc là, je viens seulement de prolonger la courbe. Le deuxième confinement, donc entre le 30 octobre et le 14 décembre, moins strict, avec une perte d'activité économique plus limitée, limitée à 7,5% précisément. Donc on peut dire que là où le premier confinement avait créé quand même la stupeur, le deuxième confinement, c'est plutôt un temps d'adaptation. Et puis ensuite, décembre, janvier, février, on ne peut faire que des prévisions. Et là, les enquêtes de conjoncture, globalement, laissent penser à une stabilisation de l'activité économique à un niveau qui est d'environ 4% en dessous du niveau d'avant-crise. Encore quelques données nationales, et ça sera la dernière diapo avant de passer à la maille régionale. Quelques mots sur les secteurs d'activité. Vous avez ici les indices de production. Donc les indices de production à gauche dans l'industrie et les indices de production à droite dans les services. Simplement pour montrer que les disparités sectorielles sont quand même assez énormes. Côté industrie, par exemple, entre la courbe qui est en rouge, qui correspond à la fabrication de matériel de transport,
qui était quand même, vous le voyez, assez dynamique avant la crise et puis qui subit la baisse de production la plus élevée. C'est dû en particulier au secteur aéronautique. Et puis beaucoup de différences, à l'opposé, les autres industries en vert, comme la chimie, la métallurgie, qui sont en situation quand même moins défavorable. Côté service, sur la courbe de droite, là encore, une situation peut-être même encore plus hétérogène que dans l'industrie, si on compare les extrêmes, donc l'hôtellerie-restauration, en rouge, qui subit évidemment de plein fouet les mesures du premier, mais également du deuxième confinement. Et puis, à l'opposé, en vert, on a le secteur de l'information et de la communication, secteur qui se prête bien au télétravail et qui dépasse maintenant son niveau de production d'avant-crise. Au niveau régional, enfin, alors, l'économie d'Auvergne-Rhône-Alpes, en fait, elle suit de près l'évolution nationale. On peut dire au troisième trimestre qu'elle a retrouvé quelques couleurs sans atteindre son niveau d'avant-crise. Donc ici, vous avez un graphique selon le même concept de perte d'activité, donc évolution de la production estimée par rapport au quatrième trimestre 2019, par rapport à l'avant-crise. Donc vous voyez qu'en novembre, la baisse d'activité, elle a été quand même assez considérable, mais tout de même 2 fois moins élevée qu'en avril. Vous avez également sur ce graphique des couleurs qui désignent les principaux secteurs, services, construction, industrie. On voit que l'industrie et la construction, pendant le deuxième confinement, ont connu des pertes d'activité quand même beaucoup plus limitées que lors du premier confinement. Et lors du deuxième confinement, mais également après, au mois de décembre, les 2/3 de la perte d'activité sont dus aux services marchands, alors que c'était moins de la moitié en avril. Évidemment, les services marchands, ce sont les plus affectés par le deuxième confinement, notamment l'hébergement-restauration, on l'a vu, les autres activités de service, les loisirs, le sport, etc. Et également les services de transport et d'entreposage, mais moins qu'en avril. Quelques mots peut-être sur le vert, les services principalement non marchands, donc c'est ce qui est éducation, santé, action sociale, administration. On voit qu'on est presque au niveau d'avant-crise. On est sur des services qui sont portés notamment par les services de santé. Et là, on ne sait pas si c'est une très très bonne nouvelle. Donc tout ce qui est bien sûr les rattrapages de soins, les tests, etc. Quelques mots sur la consommation des ménages. Alors, à un niveau régional, la principale source sur la consommation des ménages, c'est le suivi des transactions par carte bancaire. L'examen de ces données, donc vous avez les courbes régionales et nationales qui encore sont quand même assez proches sur la période récente. Il faut les regarder avec précaution parce qu'on sait que les achats réalisés par carte bancaire ont une tendance de fond à augmenter et en plus la période de crise sanitaire est plus propice à des paiements par carte. On voit effectivement, pour rappel, les commerces non essentiels ont été fermés du 30 octobre au 27 novembre et on voit bien un redressement des transactions en fin d'année. L'emploi. Alors l'emploi salarié au niveau régional, c'est d'abord des baisses quand même très sensibles au premier et au deuxième trimestre de 2020, moins 2,2% au premier trimestre, moins 2,7% au deuxième trimestre. C'est en fait l'équivalent de 2 années de création d'emplois qui ont été perdues en 2 trimestres, puisqu'à la fin du deuxième trimestre, on était retombé au niveau de fin 2017. Et puis au troisième trimestre, le rebond de l'emploi. On revient au niveau de fin 2018 cette fois-ci, donc l'emploi salarié qui reprend un peu de couleur, plus 1,7% au troisième trimestre. On repasse au-dessus de la barre symbolique des 3 millions d'emplois salariés en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais ce niveau d'emploi atteint fin du troisième trimestre, il reste quand même inférieur à celui de fin 2019, 31 000 précisément emplois salariés de moins qu'avant la crise, c'est à peu près moins 1% si on veut faire un premier bilan.
Pour le 4e trimestre 2020, eh bien, je suis un petit peu embêté parce que les données régionales ne sont pas encore rendues publiques. À quelques jours près, elles le seront dans quelques jours, le 1er avril. Je vous indiquerai tout à l'heure comment vous pourrez y accéder sur le site internet si ça vous intéresse. Donc il faut regarder les tendances nationales pour se faire une idée de comment a évolué l'emploi au 4e trimestre 2020. Et elle nous montre en fait une stabilisation, une quasi-stabilisation, légère baisse, mais quasi-stabilisation au même niveau. Et ensuite, alors premier trimestre 2020, là on ne peut faire que des prévisions sur l'emploi salarié, des prévisions nationales, et elles ne sont pas très bonnes, puisque l'emploi salarié pourrait diminuer à nouveau. Donc à présent, les éléments de conjoncture nationale qu'on a nous indiquent, font craindre que le caractère durable de la crise commence à conduire les entreprises à ne plus retenir certains effectifs dans leurs effectifs de leur entreprise. Ça pourrait être le cas notamment de secteurs très sinistrés comme l'hébergement-restauration, les services aux ménages. L'emploi par secteur. Alors, quelques différences sectorielles, encore une fois très importantes. Et je vais commencer par commenter l'intérim que vous voyez apparaître sur ce tableau, sur la ligne intérim avec des évolutions très fortes. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en général, le recours aux intérimaires, il sert un peu de variable d'ajustement lors des difficultés économiques, mais également lors d'une reprise. Et c'est particulièrement vrai dans la situation actuelle, avec choc au premier, deuxième trimestre et rebond au troisième trimestre. Donc en début de crise sanitaire, l'emploi intérimaire, il avait drastiquement baissé. Il a commencé à se relever même dès le deuxième trimestre, lors du déconfinement. Et il a continué au même rythme au troisième trimestre. Sur un trimestre, par exemple, sur le troisième trimestre, qui correspond pourtant au mois d'été, c'est plus 20% d'intérimaires en plus. Vous le voyez sur plus 21%, même, c'est plus 17 500 quand même emplois d'intérimaires en plus, rien que sur le troisième trimestre. Et sur l'année, par contre, en évolution par rapport à l'avant-crise, on est toujours sur une évolution négative par rapport à l'avant-crise de l'emploi intérimaire, d'environ 9%. Hors intérim à présent, l'emploi industriel hors intérim, donc vous avez la ligne industrie, eh bien on voit que l'industrie est un des seuls secteurs dont l'emploi n'a pas rebondi au troisième trimestre, puisqu'il y a eu encore 1400 salariés en moins. Il est vrai que l'emploi industriel, au moment de la reprise, fait appel à de nombreux intérimaires. Donc il y a des intérimaires de l'industrie qui se retrouvent sur la ligne correspondant à l'intérim, bien sûr. À noter quand même deux exceptions, l'agroalimentaire et l'énergie, qui sont des secteurs qui tiennent bon, puisque le niveau d'emploi d'avant-crise dans ces deux secteurs particuliers industriels a été dépassé. Je vais peut-être rappeler quelle est l'évolution de fond de l'emploi industriel sur longue période. Par exemple, sur 2015-2019, la tendance lourde de l'emploi industriel, c'est moins 0,2% par an sur les 5 dernières années hors crise. Vous voyez qu'en 2001, on fait moins 1,3%. En 2020, pardon, sur les 3 premiers trimestres de 2020, on fait moins 1,3%. Donc on est bien au-delà de la baisse de fond de l'emploi industriel qu'on connaissait depuis quelques années. L'emploi dans la construction, c'est peut-être la bonne nouvelle, une croissance au troisième trimestre, et puis surtout un emploi dans la construction qui parvient à dépasser désormais légèrement son niveau d'avant-crise. Emploi hors intérim. Dans les services, en revanche, ce qu'on peut constater, c'est que malgré les 20 000 emplois qui sont gagnés, 19 600, 20 000 emplois environ qui sont gagnés sur le troisième trimestre lors du rebond, au final, depuis fin 2019, la crise a fait perdre au secteur tertiaire marchand hors intérim 1,5% de ces emplois. Donc c'est quand même très fort. Et puis enfin, les effectifs du tertiaire non marchand qui rebondissent aussi, surpassant même les effectifs d'avant-crise. Donc je parlais tout à l'heure du dynamisme, entre guillemets, des services de santé
qui comptent dans ces données. Qu'en est-il à présent du taux de chômage? Alors du taux de chômage au sens du BIT, au sens du Bureau international du travail. Eh bien, je parlais tout à l'heure de quelques petits avertissements que j'allais faire ici ou là. Hein. Ça fait partie des indicateurs qu'il faut regarder avec précaution, puisque son interprétation dans la situation actuelle pose quelques difficultés. Encore une fois, taux de chômage au sens du BIT. Hein. Il ne s'agit pas là des chômeurs inscrits à Pôle emploi. Début 2020, le taux de chômage a fortement baissé. Et oui, mais pour des raisons techniques, puisque dans la définition du BIT, une personne est considérée comme chômeur si elle est d'une immédiatement disponible et de deux en recherche active d'emploi, ce qui n'est pas forcément le cas d'une personne confinée, bien sûr. Hein. Donc on peut dire que le confinement, mais également les restrictions de déplacement, hein, ont créé une baisse en trompe-l'œil du taux de chômage sur les 2 premiers trimestres. Donc attention, cette baisse du taux de chômage, évidemment, elle ne traduit pas une amélioration du marché du travail, hein, loin s'en faut. D'ailleurs, ce qu'on voit, c'est qu'au 3e trimestre, les personnes sans emploi ont pu reprendre leur recherche active et d'un coup, le taux de chômage a bondi, hein, puisque le taux régional, il s'élève, alors je vais quand même donner le chiffre, en fin de 3e trimestre, dernière donnée disponible là aussi, à 7,9% de la population active. C'est presque 1 point de plus que fin 2019 avant la crise sanitaire et c'est un niveau semblable à début 2018. Donc le niveau régional, si on le compare au niveau national, parce que c'est intéressant aussi de regarder ça, il reste environ 1 point sous le niveau national et cet écart entre taux régional et taux national, il est à peu près du même ordre qu'avant crise et vous le voyez là sur le graphique. Quelques mots, puisque là encore la donnée sera disponible au 1er avril, la donnée du 4e trimestre 2020 régional. Quelques mots sur la tendance nationale du 4e trimestre 2020. En France, hein, le taux de chômage a reculé de 1,1 point au 4e trimestre à 8% de la population active. Mais attention, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Eh bien, pas forcément, hein, puisqu'il y a eu à nouveau un comportement de retrait des recherches d'emploi au 4e trimestre, évidemment, dû au 2e confinement. Donc, je reviens à l'avertissement de départ sur ce graphique. Hein, retrait qui sera bien sûr d'ampleur bien plus réduite que celui observé lors du premier confinement. Donc, attention à ces commentaires sur le taux de chômage au sens du BIT. Je vais dire quelques mots quand même sur ce que ça donne à un niveau maintenant départemental. Je vais vous donner les chiffres, hein, mais il faut avoir quand même à l'idée quelques spécificités des départements pour bien les comprendre. Alors tout d'abord, l'emploi. Donc là, je vais m'intéresser aux 2 premières colonnes chiffrées. Hein. Donc tous les départements, sans exception, connaissent au 3e trimestre 2020 un rebond qui ne leur permet pas de revenir au niveau d'avant-crise. Peut-être pour commenter quelques données, les départements qui s'en sortent le moins bien, donc Haute-Savoie, Cantal et Haute-Savoie. Donc on pense évidemment à l'arrêt du tourisme. Hein. La Haute-Savoie, en plus, a connu une évolution assez défavorable ou un peu plus défavorable que les autres départements de son emploi industriel. Donc c'est ce département qui reste le plus éloigné de son niveau d'avant-crise, hein, moins 1,9% en termes d'emploi par rapport au niveau d'avant-crise. La Savoie un peu moins, moins 1,3%. Pour le Cantal, il y a moins 1,5%. Pour le Cantal, il y a aussi un effet faiblesse du rebond dû aux intérimaires. C'est aussi un département dans lequel l'intérim pèse assez peu. Les évolutions des taux de chômage à présent, donc les deux dernières colonnes, hein, elles sont quand même plus resserrées autour de la moyenne régionale, si vous regardez la dernière colonne, même si la Haute-Savoie se démarque là encore avec une évolution moins favorable. Mais vous voyez que les niveaux des taux de chômage, hein, les niveaux en pourcentage de la population active, donc c'est l'avant-dernière colonne, sont quand même très différents d'un département à un autre, et là ils sont complètement liés à des facteurs structurels. Le fait qu'il y ait par exemple 4 points d'écart, hein, entre le taux de chômage du Cantal et celui de la Drôme, ça c'est lié à des facteurs structurels, hein, c'est pas un effet de la crise. Donc je dirais que dans ce contexte, dans le contexte actuel, il faut vraiment se méfier dans les comparaisons départementales qu'on peut faire si on a une connaissance pas suffisante des facteurs structurels qui expliquent d'abord ces différences.
L'activité partielle, alors je disais tout à l'heure que effectivement il y a de nombreuses mesures qui ont permis de limiter les effets de la crise hein, et de conforter le rebond notamment au troisième trimestre. Le dispositif d'activité partielle, il a été quand même très largement sollicité et il a permis de limiter les conséquences sur l'emploi. Donc lors du premier confinement, avril 2020 par exemple, c'est 1 million de salariés en activité partielle. Je rappelle qu'il y a 3 millions de salariés dans la région, hein, donc vous voyez ce que ça représente en termes de proportion, c'est un tiers. Deuxième confinement, novembre, on est plutôt sur 300 000 en salariés indemnisés pour activité partielle, donc on est plutôt sur 10%, hein, vous voyez quand même les différences dans l'utilisation de l'activité partielle. Et si on essaye de décliner par secteur le recours à l'activité partielle, donc là vous avez à nouveau le même code couleur hein, avec industrie, construction, les services marchands et non marchands, eh bien on voit qu'il y a des écarts très importants d'utilisation par secteur entre le premier et le deuxième confinement. Par exemple, la construction, lors du premier confinement, c'était près d'1 salarié sur 2 au plus fort de la crise. Hein, dans les semaines de fin mars, début avril, près d'1 salarié sur 2 qui était en activité partielle. C'est beaucoup moins le cas en fin d'année dernière et on voit par contre les services marchands qui représentent l'essentiel de l'activité partielle en novembre-décembre. Une fois qu'on a déduit un peu l'activité partielle, il reste les heures rémunérées par les entreprises. Donc on les connaît grâce à la DSN, hein, grâce aux informations de la déclaration sociale nominative. Un volume de travail rémunéré par les entreprises qui se situe en novembre 2020 à un niveau bien en dessous du niveau d'avant-crise, mais sans commune mesure, là encore, avec les effets du premier confinement. Et également une courbe régionale qui colle assez bien à la courbe nationale. Je poursuis avec des données qui nous sont en général très demandées à l'INSEE, mais qu'il faut là encore analyser avec précaution, les créations et les défaillances d'entreprises. Attention à l'interprétation des créations d'entreprises. Les créations d'entreprises, elles sont très dynamiques, mis à part hein, le creux, bien sûr, du premier confinement entre mars et mai, à une époque où les démarches de création étaient difficiles à mener. Sur l'année 2020, 3,2% de création de plus que l'année 2019, malgré ce creux entre mars et mai, et en précisant que l'année 2019 était déjà une année record. Mais attention, la limite de cette donnée, c'est qu'il faut regarder ce que ça donne par type d'entreprise, et ce sont les entreprises individuelles, et notamment le statut de micro-entrepreneur, qui porte principalement la croissance régionale, puisque plus des 3/4 des créations sont des entreprises individuelles. Donc c'est une proportion qui en plus a augmenté récemment, et qui peut correspondre aussi à des actifs, à des actifs qui sont en recherche d'emploi et qui sont en difficulté dans les recherches classiques d'emploi et qui sont donc incités à déposer une immatriculation de micro-entrepreneurs. Les défaillances, alors là c'est peut-être encore plus... c'est l'exemple même de statistiques dont il faut se méfier, et c'est presque uniquement pour ça que j'ai choisi de vous la montrer. Les procédures de défaillance, elles sont en très très forte baisse sur l'année. Il y a d'abord eu un retard de traitement hein, du fait des confinements du côté des tribunaux de commerce, mais il y a aussi des aides qui ont été injectées, par exemple hein, les prêts garantis par l'État, bien sûr l'activité partielle aussi, hein, qui peuvent éviter temporairement à des entreprises en difficulté de déposer un dossier. Et quand je dis temporairement, c'est effectivement l'objet d'une crainte hein, sur les évolutions à venir, c'est qu'on ait un effet de rattrapage très marqué, visible en 2021. Donc on verra si ça arrive et avec quelle ampleur, bien sûr, ça se profile, et on suivra bien sûr ça de très près. Pour l'instant, on peut très difficilement commenter ces données de défaillance d'entreprise, vous le voyez. Je vous propose pour terminer 2 petits zooms sectoriels dans 2 secteurs très différents.
qui s'en tirent de façon assez différente, hein, ce sont presque des opposés. La construction, dont on a vu que l'emploi, par exemple, s'en tirait bien, puisqu'on est au-dessus de l'avant-crise, et l'hôtellerie, qui, au contraire, est pleinement concernée par les mesures sanitaires. Donc, pour ce qui concerne la construction, eh bien, on voit, ou alors on voit pas... On ne voit pas forcément bien sur les graphiques, mais si on regarde les logements commencés, donc ce sont les données des permis de construire sur le graphique de droite, eh bien on voit que la pente est un petit peu plus faible pour Auvergne-Rhône-Alpes. Repli de 4,9% des mises en chantier en 2020, c'est pas si mal puisque c'est moins 9% de mises en chantier au niveau national, donc sur les logements qui sont commencés. L'hôtellerie, à présent, ça sera mon deuxième zoom sectoriel, eh bien... elle a été fortement touchée, évidemment, pendant le premier confinement. Hein. Vous voyez les mois d'avril-mai en bleu foncé, donc c'est la donnée 2020. En bleu clair, c'est la donnée 2019. Et vous avez la tendance de fond, la moyenne 2013-2018. Et ce sont des volumes de nuitées en milliers d'arrivants, en milliers de nuitées dans les hôtels. Donc quasiment à l'arrêt sur avril-mai, redémarrage difficile en juin. Et puis on voit quand même qu'à l'été, l'hôtellerie a redémarré avec un nombre de nuitées en repli de seulement 13% sur juillet-août, contre moins 30% en France métropolitaine. Donc la région limite les dégâts grâce à la clientèle française, en fait, puisque c'est la clientèle étrangère hein, qui s'est effondrée surtout, mais la clientèle française a tenu bon. L'activité hôtelière, par contre, elle se replie de nouveau à partir de septembre. Et on a des mois de novembre et décembre. On n'a pas encore de données plus récentes sur début 2021, mais on a des mois de novembre et décembre qui sont très difficiles, avec 2/3 de nuitées en moins au mois de décembre. Je vais conclure la conférence avec des données qui sont un petit peu moins conjoncturelles. Ce seront mes deux dernières diapos sur le télétravail. Ce sont des données nationales, hein, mais j'ai pensé qu'elles pouvaient avoir un intérêt pour vous informer également d'aspects complémentaires aux enquêtes de conjoncture, pour s'informer de l'impact de ces nouveaux modes de travail. Donc pendant le premier confinement, hein, ces deux graphiques-là, l'enquête dont ils sont issus, c'est à mesurer surtout pendant le premier confinement. Près d'un travailleur sur deux a travaillé à son domicile, c'est 47% des travailleurs, 2 fois plus quand même qu'en 2019. Et le travail à domicile a été quand même très majoritaire pour les cadres. 80% des cadres ont travaillé à leur domicile. Et en termes de secteurs d'activité, ce sont les secteurs notamment des services aux entreprises avec 70% de télétravailleurs qui ont été le plus concernés. À l'inverse, une très faible part d'ouvriers, 5% seulement, et d'employés non qualifiés, moins de 20% ont travaillé à domicile. Le télétravail du point de vue des entreprises et pas seulement du point de vue des salariés, donc ça c'est quelque chose qu'on mesure dans les enquêtes de conjoncture. Donc là, vous avez par secteur, industrie, bâtiment, services et l'ensemble, vous avez les opinions des entreprises sur l'effet du télétravail, sur la productivité. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on voit que seulement une minorité, 16% des entreprises, jugent que le télétravail a un impact défavorable sur la productivité. Et même aucun de ces trois secteurs, industrie, bâtiment, services, en moyenne, hein, bien sûr, après ça peut différer dans les entreprises, hein, mais aucun secteur d'activité dépasse les 20% d'opinions défavorables sur la productivité pendant le télétravail. J'ai terminé cette présentation, je vous remercie beaucoup. Peut-être si vous me l'autorisez, juste encore quelques mots pour vous indiquer comment accéder à l'information conjoncturelle. Ce qui est pratique en ce moment sur le site INSEE, c'est que dès la page d'accueil, vous avez un bandeau qu'on voit ici, les conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19. Et donc en un clic, vous pouvez accéder à toute une gamme de travaux sur l'impact de la crise. Les notes de conjoncture nationales mensuelles en particulier, la dernière date du 11 mars, donc c'est quand même encore assez frais. Et puis pour les notes de conjoncture régionale trimestrielles, alors l'accès aux infos régionales est moins évident. Là, je vous recommanderais plutôt d'utiliser le moteur de recherche qui se trouve en haut à droite du site INSEE et puis de taper conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes.
Et à ce moment-là, vous aurez toute l'information conjoncturelle sur la région, et en particulier des données plus détaillées. Dans un tableau de bord HTML, vous aurez les évolutions d'emploi, du chômage pour la région et pour l'ensemble de ces départements. Merci. Merci à vous, Monsieur Leurs. Merci pour cette intervention très claire qui répond vraiment, en tout cas, aux attentes qu'on avait de présentation du contexte économique et du marché du travail avant de parler des métiers qui recrutent. Donc, on a regardé un petit peu vos questions à travers le chat. Il y avait des questions justement qui concernaient spécifiquement des métiers. On va les garder pour la table ronde, puisque les personnes qui seront présentes pourront y répondre de manière plus précise. On va aussi garder les questions sur les politiques de l'emploi. J'ai vu des questions sur le plan Un jeune, une solution, sur les actions de l'État concernant les seniors de plus de 45 ans. On les garde pour la table ronde. Donc soyez patients, on y répondra tout à l'heure. Les personnes présentes pourront y répondre. Pour vous, Monsieur Leurs, peut-être en fait, il y a des échanges en fait sur les données et sur la temporalité. Les prochaines études régionales, en fait, est-ce que vous pouvez nous rappeler quand est-ce qu'elles vont paraître ? Oui, tout à fait. Donc il y a d'abord le chiffre, le chiffre de l'emploi, le chiffre du chômage au niveau régional du 4e trimestre qui seront diffusés le 1er avril sur le site INSEE et ça sera la même temporalité d'ailleurs pour l'ensemble des régions. Sur le 4e trimestre 2020, donc vous avez vu, on a déjà les tendances nationales qui sont commentées dans les notes de conjoncture. Et en termes d'analyse, puisqu'encore une fois, c'est vraiment intéressant et même indispensable en ce moment d'accompagner ces données d'analyse claire, et éventuellement de commentaires sur les limites de ces chiffres. On a une note de conjoncture régionale qui paraîtra début avril dans chaque région, aux alentours du 10 avril. Et ça sera le 9 ou le 10 avril, je crois, pour la note de conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes. Ok, donc merci. Donc voilà, par rapport à ce qui vous avait été présenté, vous aurez des chiffres encore plus récents à partir du 10 avril via des notes de conjoncture qui sont toujours extrêmement intéressantes, puisque comme vous l'avez dit, en fait, il y a les chiffres, mais il y a surtout l'analyse en plus qui vous permet vraiment de comprendre ce qui se passe. J'ai une question pour vous. Quels sont les indices structurels à prendre en compte dans les différents départements pour bien comprendre ce qui se passe ? Pour vous, les indicateurs clés qui peuvent parler de l'économie et du marché du travail à prendre en compte ? Oui, c'est vrai que quand on analyse le taux de chômage, il faut bien avoir à l'esprit un ensemble de facteurs structurels. Et là-dessus, la connaissance, par exemple, des niveaux structurels de taux de chômage par département est vraiment un atout pour comprendre ce qui se passe. Si je prends un exemple, par exemple, dans le Cantal, on a un taux de chômage qui est très faible, mais c'est plutôt en lien avec une dynamique de l'emploi et de la population active qui est un petit peu en retrait, alors que en Savoie et Haute-Savoie et plus généralement dans les zones alpines, on a un taux de chômage qui est faible également, alors qu'on a un dynamisme de l'emploi et de la population active, mais des créations d'emplois et notamment d'emplois présentiels. Ça, c'est structurel, ce que je dis là avant crise. Donc tous ces facteurs-là structurels qui aident à comprendre la crise aujourd'hui, vous les avez également à disposition sur le site INSEE, et vous avez notamment une étude par zone d'emploi de l'évolution du chômage sur longue période qui est parue à l'automne dernier, donc sur le site INSEE. En sélectionnant les publications régionales d'Auvergne-Rhône-Alpes, vous pouvez avoir des informations là-dessus par département sur ces facteurs structurels.